Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, les Villeurbanaises et les Villeurbanais qui sont dans la salle et qui nous suivent, une fois de plus, notre conseil municipal se réunit dans une actualité internationale, nationale et locale particulièrement lourde, compte tenu de la gravité et de l'importance de certaines questions à évoquer. Je m'autoriserai exceptionnellement, et j'espère que vous le comprendrez, à un temps d'introduction un peu plus long que d'habitude. D'abord, revenir quelques instants sur la situation en Arménie. Ce parrainage par la ville de Villeurbanne d'un prisonnier de guerre arménien en Azerbaïdjan nous a donné l'occasion d'évoquer l'épuration ethnique qui a eu lieu ces dernières semaines au Haut-Karabakh. Ici, comme d'autres régions du monde, le nettoyage ethnique n'a pas eu besoin de violence directe envers les populations. En quelques heures, la force et la réalité de la menace ont mis sur les routes plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Le défilé militaire des troupes d'Azerbaïdjan dans Stepanakert a fini, en présence du président Aliyev le 8 novembre dernier, de sceller par des images sidérantes cette annexion éclair. Jusque-là, la communauté internationale est restée impuissante et je crois qu'il faut prendre très au sérieux les propos d'Ovanes Gevorkian, ancien représentant du Haut-Karabakh en France, que nous avons eu l'occasion de recevoir ici, quand il dit « Demain, les Azerbaïdjanais attaqueront l'Arménie ». Depuis Villeurbanne, pour l'Arménie, nous continuerons à lutter, à alerter, à être vigilants, engagés et solidaires. L'autre situation internationale qui a une résonance particulière sur notre territoire est évidemment le conflit israélo-palestinien. Tout a commencé par la pire attaque survenue en Israël depuis sa création en 1948. Le 7 octobre dernier, des assaillants terroristes du Hamas traversent la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu pour tuer près de 1200 personnes, pour la plupart des civils. 242 civils israéliens et étrangers sont pris en otage dans ce qui peut être qualifié de véritable attentat pogrom. Cette attaque sans précédent dans un des conflits les plus longs et les plus complexes de l'histoire moderne, par son ampleur, et la barbarie des actes commis représente pour les Israéliens un traumatisme et un tournant historique, à la hauteur de ce que les Américains ont vécu le 11 septembre 2001, dans un niveau de sidération et d'effroi comparable à ce que les Parisiens et les Français ont ressenti il y a précisément 8 ans, le 13 novembre 2015. La riposte israélienne est lancée le jour même, avec des bombardements aériens, le blocus de la bande de Gaza et des opérations au sol à partir du 13 octobre. Depuis cette date, 18 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur la bande de Gaza, auxquelles ont répondu près de 9 000 roquettes lancées depuis Gaza vers Israël. Depuis le début de la riposte israélienne, on dénombre plus de 10 000 morts à Gaza, dont près de la moitié seraient mineurs. Plus de 100 humanitaires de l'ONU ont été tués dans les bombardements, enseignants, infirmières, personnel de soutien. La punition collective appliquée à Gaza par l'armée israélienne au nom de la légitime défense produit des images insoutenables. Hier encore, le Programme des Nations Unies pour le développement a annoncé un nombre important de morts et de blessés dans le bombardement samedi soir de son siège situé dans la ville de Gaza. Ce dernier avait été évacué par ses employés et était désormais occupé par des centaines de déplacés palestiniens. Au-delà des macabres bilans quotidiens, cette réaction militaire fait le lit des drames humains de demain dans la région. Comme le dit le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, raser des quartiers entiers n'est pas une réponse aux crimes odieux commis par le Hamas. Au contraire, cela crée une nouvelle génération de Palestiniens susceptibles de perpétuer le cycle de la violence. Les extrémistes ont gagné des deux côtés. Face à cette situation, depuis la France, en tant qu'élu, toute position est jugée suspecte, toute opinion se voit assignée de prétendues intentions cachées. Soutenir
et dire notre solidarité inconditionnelle à nos concitoyens juifs, comme nous avons pu le faire hier sur la place Bellecour, où beaucoup d'entre vous étaient présents, ce serait être pro-Netanyahou ou minimiser les souffrances des Gazaouis, critiquer la politique du gouvernement israélien avant et après le 7 octobre, rappeler le contexte historique dans lequel le terrorisme prend racine, dire la colonisation des territoires palestiniens, ce serait être antisémite. Le piège se referme. Chacun est forcé à choisir son camp de façon irrémédiable et sans nuance. Barbara le disait en chanson, il est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences, car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Je crois que notre responsabilité d'élus, c'est d'abord de ne pas jouer avec les évidences, ni avec les mots, ni encore moins avec les fondements mêmes de notre République en se trouvant des prétextes. Il ne peut pas y avoir de prétexte à l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme est un poison dont l'humanité n'a pas trouvé l'antidote, et dire aujourd'hui que le gouvernement israélien serait le premier responsable de la vague d'actes antisémites que connaît notre pays est indécent. C'est surtout passer à côté d'un mal beaucoup plus ancien, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus sournois. En 2023, le professeur d'une école juive de Villeurbanne peut encore recevoir dans sa boîte aux lettres ce type de courrier anonyme, je cite, « Cochonnerie de juifs, en 2023, plus aucune personne de cette merde sur Terre, nous allons vous exterminer une bonne fois pour toutes et le monde sera en paix. » Ce courrier date de la semaine dernière. Redire, répéter, ressasser ce qui devrait être des évidences donc. Notre responsabilité d'élu, c'est aussi de s'interdire toute parole qui entretient la tension, qui nourrit les clivages, qui attise le feu de tous les préjugés et de toutes les haines. À l'heure où le ministre des Affaires étrangères iranien déclare que l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza est désormais inévitable, tous les représentants politiques et tous ceux à qui on offre des tribunes devraient mesurer la responsabilité de peser leurs mots. C'est l'occasion, pour moi, de dire une nouvelle fois combien j'apprécie la mesure, la nuance et la retenue de tous les membres de cette Assemblée sur ce sujet parmi les plus inflammables. Au lieu d'essayer d'en tirer un quelconque parti électoral, notre statut collectif passe par le fait d'inciter les citoyens français, tous les citoyens, à dépasser leur affection sélective, voire exclusive, et à refuser les assignations identitaires. Et je dois vous dire aujourd'hui, les responsables d'extrême droite qui ont fondé historiquement une partie de son identité sur un antisémitisme viscéral et criminel, et je les vois aujourd'hui se faire sans vergogne les défenseurs zélés des Juifs de France, c'est sidérant et choquant. En réalité, cette posture ne fait que servir leur entreprise de diabolisation d'autres Français. Ils se sont trouvés un autre ennemi de l'intérieur dont vous connaissez le visage, le tout pour alimenter une guerre de civilisation entre le monde judéo-chrétien et le monde arabo-musulman. Guerre de civilisation dont les chaînes et les journaux, financés par un certain nombre de responsables, dont Vincent Bolloré, se font l'écho quotidiennement. Exactement ce que veulent tous les régimes autoritaires et les dictatures arabes de la Turquie, de l'Iran et les terroristes du Hamas. Alors même que l'immense majorité des Français de confession musulmane ne manifestent aucun engagement explicite dans ce conflit. Je disais dans mon discours de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale vendredi dernier que l'état de guerre semble inhérent à la condition humaine. La paix était un combat de tous les instants et sur tous les terrains, un combat à la fois perdu d'avance et indispensable. Ce combat commence par une exigence simple et quotidienne, admettre la pleine humanité de l'autre. Rappelons en effet que la déshumanisation de l'autre fut la méthode permettant de justifier moralement l'extermination du peuple juif, de sorte qu'on ne tue plus des humains, mais des animaux, des bêtes sauvages, de la vermine. Éric de Lucas écrivait « Les invincibles, ce ne sont pas ceux qui gagnent toujours, mais ceux qui, même continuellement battus, ne se laissent pas décourager. » Je souhaite qu'avec vous tous, ici, à Villeurbanne, nous puissions continuer inlassablement et fraternellement
à prendre notre part dans ce combat. L'actualité internationale et locale nous amène à quelques transitions un peu acrobatiques, mais je ne peux pas non plus ouvrir ce conseil municipal sans évoquer l'actualité villeurbannaise qui fait la une des médias nationaux depuis quelques jours. Car avant de faire la une des médias nationaux, c'est surtout une actualité qui touche les habitantes et les habitants du quartier du Tonkin. À 3 reprises, en l'espace de 4 jours, des fusillades ont éclaté dans le secteur du Tonkin, près d'un point de deal identifié. Ces événements interviennent quelques mois après une bagarre au couteau dans le même secteur où une victime avait été grièvement blessée. Dimanche soir, une autre personne a été gravement blessée. J'ai eu l'occasion de rencontrer le commerçant qui a accueilli cette personne. J'ai pu mesurer, bien sûr, l'émoi que cela a suscité dans le quartier au cours de plusieurs déplacements la semaine dernière et encore ce matin. Ces événements se déroulent à quelques mètres de l'entrée d'une école et d'une crèche dans un secteur déjà très densément peuplé. Face à cela, les habitants, parents d'élèves, acteurs du quartier ont manifesté leur colère, leur peur, leur exaspération et leur incompréhension. Je la partage, je la comprends totalement. J'ai eu l'occasion de leur dire de vive voix encore ce matin quand ils se réunissaient près de l'esplanade Jean Monnet du Parc de l'Europe pour interpeller les autorités. On ne peut pas accepter que la vie d'un quartier soit rythmée par des tirs à balles réelles en plein jour. On ne peut pas s'y habituer, on ne doit pas s'y habituer. Vous l'avez sans doute tous vu, des habitants ont montré qu'ils refusaient cette situation. Ils sont descendus braver les dealers installés en bas de chez eux. Je veux d'abord saluer leur courage, mais nous savons que les choses auraient pu très mal tourner ce soir-là sans l'intervention conjointe de la police municipale et de la police nationale pour éviter des mesures de rétorsion par rapport à cette intervention. Depuis 2020, nous avons fait de la tranquillité publique l'une de nos priorités. Nous l'avons fait non pas par idéologie ou par calcul, nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus que la tranquillité des habitants est à la fois le socle et la condition du vivre ensemble. Nous sommes convaincus que la sécurité est un droit et un fondement de la République. Sur ce sujet comme d'autres, nous avons essayé d'aligner nos convictions, nos discours et nos actes. Pour assurer la tranquillité dans l'espace public, nous sommes persuadés que les moyens humains sont primordiaux. Concrètement, il y avait 34 policiers municipaux en fonction en juillet 2020. Ils sont désormais 56 sur 66 postes créés. L'engagement d'arriver à 75 policiers municipaux en 2026 sera tenu. Pour recruter ces policiers municipaux dans un contexte de concurrence entre les villes, nous avons fait un effort sans précédent sur le régime indemnitaire de ces policiers municipaux. Et entre cet effort et les recrutements, en termes de masse salariale sur 6 ans, cela aura représenté un effort de 4 millions d'euros supplémentaires pour la seule évolution de la police municipale. D'autre part, les ASVP, qui jusqu'à mars 2023 contrôlaient le stationnement payant, assurent désormais des missions de lutte contre les incivilités. La brigade du cadre de vie, qui a désormais 7 mois d'existence, permet d'agir plus régulièrement et de manière plus ciblée sur toutes les incivilités qui pourrissent la vie au quotidien. Incivilités qui, si elles ne sont pas sanctionnées, et quelle que soit leur gravité, alimentent le procès en impuissance fait au pouvoir public. En complément de ces moyens humains, nous avons fourni des efforts conséquents en matière d'équipement et de vidéosurveillance. Concrètement, depuis 3 ans, les flux de vidéosurveillance sont passés de 105 à 188. D'ici à la fin du mandat, nous atteindrons plus de 350 flux sur la commune. Les représentants de l'État nous ont indiqué qu'ils seraient plus réactifs et plus efficaces s'ils pouvaient avoir accès en temps réel à nos flux vidéo. Nous avons accepté et ce déport est effectif depuis le mois d'avril 2022. Ce déploiement de la vidéoprotection aura coûté à la ville un total de 1,6 million d'euros en crédit d'investissement en 6 ans. Concrètement, au Tonkin, nous avions annoncé un poste de police municipale puisque l'objectif de cette mesure était d'avoir une présence plus proche du terrain. Nous nous sommes rendus compte qu'il était plus pertinent de se doter d'un poste de police mobile. Ce choix répond à notre volonté de voir les effectifs de police municipale sur la voie publique. Mettre des policiers dans des bureaux, même si c'est sur le quartier du Tonkin, ne générera pas davantage de dissuasion sur la question du trafic de drogue. Et donc, nous avons fait le choix de nous orienter vers un poste mobile plutôt qu'un poste fixe. Et ce poste mobile est entré en fonction en septembre 2021. Il se déploie chaque semaine sur plusieurs sites du quartier.
Pour protéger les droits des policiers municipaux et des habitants en cas d'incident entre les agents et la population, nous avons doté tous les policiers de caméras piétons qu'ils actionnent dès que le climat devient tendu lors d'un contrôle ou d'une opération. Dans le climat que nous connaissons, personne n'est à l'abri d'un dérapage. Il se trouve que ces derniers jours, je n'ai eu que des retours positifs sur la manière dont nos policiers municipaux intervenaient, y compris de par la police nationale. L'efficacité, bien sûr, n'empêchant pas le respect et le dialogue avec les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Ce dialogue avec les populations, il est porté de manière quasi hebdomadaire par l'adjoint en charge de la sécurité et les services municipaux. Depuis 2020, sur ce seul quartier, une quarantaine de réunions et de rencontres ont été organisées sur le terrain ou en mairie avec des collectifs d'habitants. Si au départ les rendez-vous étaient parfois tendus du fait de la colère des habitants représentés par les collectifs, la volonté de travailler ensemble a permis de transformer la colère en une coopération constructive. Parfois, les interpellations les plus véhémentes venant des adjoints au maire qui sollicitent leurs collègues en charge de la sécurité. Je voudrais ici remercier très sincèrement Yann Crombec ce soir pour son engagement, pour écouter, expliquer, faire de la pédagogie et convaincre du bien fondé de nos actions. Je sais qu'il associe les services de la ville à ces remerciements, mais je sais aussi que les services de la ville n'ont pas forcément envie de voir leur nom donné en pâture aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Donc je lui transmets la responsabilité de les remercier et de les féliciter de ma part, comme nous avons eu déjà l'occasion de le faire assez souvent. Les questions de tranquillité, elles ne se règlent pas simplement par des mesures répressives. Nous avons aussi engagé des moyens supplémentaires dans tous les champs de la prévention, que ce soit le permanent au commissariat de police pour accueillir les femmes victimes de violences, mais aussi toutes les victimes de préjudices judiciaires, pour accueillir quotidiennement les victimes dorénavant, grâce au poste créé avec Vifil, des équipes de médiation qui ont été créées dans les quartiers de Ferrandière ou des Brosses, et puis aussi des choses peut-être plus anecdotiques, mais qui participent au fonctionnement de notre ville, avec le permis piéton qui a sensibilisé près de 640 élèves chaque année. Cette action résolue en faveur d'une amélioration de la tranquillité et de la sécurité publique est reconnue par certains habitants, ce qui nous importe avant tout. Elle a été aussi reconnue à plusieurs reprises par l'actuel ministre de l'Intérieur. Ce dernier a publiquement considéré que la ville de Villeurbanne avait pris le sujet à bras-le-corps, avait traduit ses intentions en moyens supplémentaires. Le ministre est allé jusqu'à citer Villeurbanne en exemple sur les bancs de l'Assemblée nationale au cours d'une séance de questions au gouvernement. Vous le savez, la tranquillité et la sécurité publique sont un champ de compétences partagé entre l'État et les collectivités. Nous avons pleinement adhéré à la stratégie de partenariat mise en place par le préfet Mayos en juillet 2020. Depuis cette date, Yann Crombec, moi-même, nous sommes toujours interdits de profiter des faits divers ou d'actualités liées à la sécurité pour faire des coups d'éclat médiatiques. Sur le sujet, vous le savez très bien que les micros ont tendance à se tendre rapidement, et surtout pour celles et ceux qui versent dans les propos outranciers ou caricaturaux. Celles et ceux qui douteraient de ma sincérité ou de celle de Yann Crombec peuvent aller consulter tous nos communiqués de presse et toutes mes prises de parole publiques sur le sujet depuis juillet 2020. J'estime que nous n'avons pas à prendre en otage les habitants avec des querelles entre pouvoirs publics et que la collaboration, même avec ses imperfections et ses difficultés, est toujours préférable aux querelles stériles. La posture qui consiste à dire que tout ce qui va bien, c'est grâce à la mairie, et tout ce qui va mal, c'est de la faute de l'État, c'est très facile, c'est du niveau de la cour de récréation, ce n'est pas la ligne que nous avons retenue. Yann Crombec et moi-même avons essayé de nous tenir le plus éloigné possible de cette posture, à la fois parce que nous la trouvons malhonnête intellectuellement, mais aussi parce qu'elle est inefficace et qu'elle génère chez les habitants encore plus de défiance et de lassitude. Néanmoins, j'ai pu indiquer rapidement que sur le quartier du Tonkin, nous vivions une situation particulière liée à un trafic de drogue enraciné de longue date. Ne nous racontons pas d'histoire, vous en connaissez toutes et tous ici les ressorts. Un quartier très bien relié par les transports en commun à l'ensemble de l'agglomération, la proximité du campus de la Doura avec ses 30 000 étudiants, un paradoxal sentiment de sécurité pour les acheteurs et un urbanisme de dalle propice à tous les trafics. Aussi, dès l'automne 2020, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour attirer son attention sur ce quartier en particulier,
au moment où était finalisée la dernière vague des quartiers de reconquête républicaine, dont je me permets de vous relire ici la définition: un dispositif de lutte contre les trafics en déployant des effectifs supplémentaires dans des lieux ciblés. La lutte contre les trafics de drogue est l'un des objectifs majeurs des effectifs supplémentaires déployés, en permettant à la fois d'étendre la présence horaire des policiers, mais également une meilleure connaissance du terrain. Sans réponse de la part du ministre, je lui ai écrit 2 fois et j'ai toujours pris soin de ne pas mettre en scène ces interpellations, en l'invitant à venir au Tonkin pour se rendre compte par lui-même. À ce jour, je n'ai aucune proposition de rencontre de sa part. Je sais que les autorités préfectorales ont fait remonter ces demandes de leur côté. Il y a actuellement 62 quartiers de reconquête républicaine en France. Il y en a un à Bonneville, à Annemasse, à la Seine-sur-Mer, à Colmar, à Tourcoing, à Forbach, à l'île d'Abo, à Chenôve, à Lunel. Il n'y en a pas au Tonkin, quartier dont la préfète elle-même indiquait à la presse samedi que c'était une des plaques tournantes du trafic de drogue dans l'agglomération. L'actualité et la colère que je partage avec les habitants ne me feront pas dévier de ma ligne et rentrer dans des polémiques politiciennes. Nous resterons avec Yann Crombecq et l'ensemble des élus de la majorité qui ont été exemplaires dans leur mobilisation au lendemain de la 3e attaque par arme sur ce quartier, à nos côtés, aux côtés des habitants. Nous resterons concentrés sur les intérêts des habitants de Villeurbanne, c'est tout ce qui nous importe. À ce propos, et au-delà de la situation spécifique du Tonkin, je me permets de faire un point sur les effectifs actuels du commissariat de Villeurbanne. La circonscription administrative dont dépend Villeurbanne pour l'organisation des forces de police dépasse les frontières de la ville. Elle comprend les villes comme Rieux ou Vaux-en-Velin. À sa tête, ce sont 3 commissaires qui pilotent les interventions et activités des forces de police. Depuis bientôt 6 mois et le départ de la commissaire Laroche, que nous regrettons unanimement, il n'y a qu'un seul commissaire effectivement en poste pour 300 000 habitants. En l'occurrence, le commissaire Raymond, très engagé dans ses missions, mais qui ne peut pas pallier au non-remplacement de ses 2 collègues. Je tiens à souligner ici la qualité des relations entre la ville et la police nationale, représentée par la commissaire Laroche puis le commissaire Raymond. Leur volonté à répondre aux demandes de la ville et donc aux habitants ne peut être remise en cause. Mais sans moyens humains, comment la police nationale pourrait-elle répondre efficacement à toutes les sollicitations ? Depuis plusieurs années, nous avons le loisir d'entendre un ministre très déterminé, très ferme dans ses propos et ses discours contre le trafic de drogue, avec l'ensemble des groupes de la majorité, et comme mon prédécesseur qui avait engagé avec son adjoint, M. Vuillerme, un grand débat sur le cannabis, nous considérons que la dépénalisation, voire la légalisation, sont des pistes à creuser pour remédier au fléau que génère le trafic chez nos jeunes et dans nos quartiers. De nombreux pays en Europe et ailleurs se sont engagés sur cette voie. Ce n'est pas l'option retenue par le ministre actuel, c'est la démocratie. J'en respecte autant les principes que les applications concrètes. Mais alors, puisque la lutte contre le trafic semble, selon lui, l'alpha et l'oméga de la gestion de cette question de société qu'est la drogue, les Villeurbanaises et les Villeurbanais apprécieraient, je pense, que le ministre aligne enfin ses actes sur ses discours. Je n'aime pas interpeller les gens par voie de presse ou par déclaration interposée, mais je pense que tout le monde reconnaîtra que si je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici de dire ces choses de vive voix au principal intéressé, ce n'est pas de mon fait. Il ne reste qu'à répondre à mes courriers ou à ma proposition de rendez-vous et à ne pas la renvoyer à l'exercice 2024, ce qui me semble beaucoup trop tardif au regard de la situation que nous vivons. J'espère que j'aurai l'occasion rapidement de faire un point avec lui sur la situation et je ne manquerai pas d'informer l'ensemble des membres de ce conseil municipal des suites qui seront données. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en introduction de ce conseil, en espérant que vous comprendrez le temps que j'ai pris au regard de l'importance des sujets à évoquer avec vous.